Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois philosophie. Et d'ailleurs, pour comprendre un peu ce qui va être dit dans cette vidéo, il est préférable d'avoir suivi la vidéo précédente sur les différents courants philosophiques du monde grec. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et suite à cette vidéo, certains m'ont demandé de commenter le banquet, donc qui est une des œuvres majeures de Platon, mais pas seulement, c'est aussi une œuvre majeure de Xénophon, deux disciples d'un personnage central dans la philosophie antique, Socrate. Encore une fois, si vous voulez des précisions un petit peu sur sa place, sur ses influences et tout cela, la vidéo d'avant-hier devrait vous renseigner sur le sujet. Alors, comme on m'a proposé le banquet comme sujet, je n'ai pas su s'il fallait que je parle du banquet en tant qu'institution, du banquet de Platon ou du banquet de Xénophon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler du banquet en tant qu'œuvre littéraire et philosophique de Platon et de Xénophon. Je vais présenter les deux. Et si c'est le banquet en termes d'institution sociale qui vous intéresse, eh bien il faudra me le demander en commentaire et peut-être que j'aborderai le sujet. Alors, tout de même, je replace quelques éléments qui vont être importants à la compréhension des deux textes que je vais présenter, puisque ce sont deux ouvrages. Tout d'abord, ils ont été écrits par Platon et Xénophon, qui sont des disciples de Socrate. Tous deux ont été en contact avec Socrate et ont étudié auprès de Socrate. Ça, c'est une première chose. Et ils mettent par écrit et ils mettent en scène leur maître, d'accord, à qui ils lui prêtent des paroles. Et dans les deux, il y a des changements au niveau du discours. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, c'est que ça se passe à chaque fois dans le cadre du banquet. Alors, très probablement, c'est Platon qui a écrit avant, donc c'est le texte de Platon que je présenterai, et c'est Platon qui insère cette mode d'écriture qui est celle du symposium. Donc le symposium, c'est le moment où on boit pendant le banquet. Donc un banquet, dans le monde grec, ça se passe en plusieurs étapes. Il peut y avoir des éléments externes juste aux invités qui mangent, donc des danseurs, des danseuses, des flûtistes, des amuseurs publics, des chanteurs, ou il ne peut y avoir que les invités et les esclaves. Peu importe. En tout cas, l'important, c'est de savoir que dans un banquet, il y a des normes, et notamment, on commence par manger, ensuite, on va faire les prières aux dieux, puis on va boire et consommer le vin. Donc il y a un ordre de consommation, et c'est surtout pendant la seconde partie du banquet, celle où l'on boit, et d'où la femme est exclue. Généralement, la femme, pas en termes d'amuseuse, mais vraiment l'accompagne, du moins à Athènes, puisque les deux récits se passent à Athènes. Donc dans l'Athènes de la fin du 5e siècle, la femme est exclue normalement du banquet, qui est une affaire d'homme, et c'est ce moment qui est dédié à l'amusement ou à la discussion et à la philosophie. Et ça, c'est un élément important à retenir, puisqu'en fait, Platon a choisi d'écrire sa leçon de philosophie, puisque c'est une leçon de philosophie, sur l'éros, comme vous allez le voir, donc sur l'amour, et c'est le sujet principal des deux œuvres, enfin, surtout de celle de Platon, par la discussion et par l'échange. Et en fait, on met en place un courant philosophique de la disputatio, d'enseignement par l'échange et la transmission, et c'est quelque chose que l'on va retrouver longtemps après ça. Déjà, il y aura d'autres banquets qui vont être écrits, d'autres types de discours philosophiques faits autour de banquets, et surtout, c'est inspiré de Socrate qui, justement, par le questionnement et par la discussion, faisait advenir chez l'autre des idées et faisait parvenir son enseignement. Donc, c'est un héritage finalement du maître, transcrit à l'écrit par ses disciples. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose à savoir avant d'attaquer la vidéo sur le banquet de Platon, c'est que ça s'inscrit donc pendant les guerres du Péloponnèse et tout ça. Bon, pas besoin de le savoir, mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est qu'à l'époque, il y avait une institution pédagogique très importante, surtout pour la noblesse athénienne, qui était l'institution de la pédérastie. Donc je suis obligé de faire un point très court. Pareil, si ça vous intéresse plus en détail, il faudra me le demander, mais un point très court sur ce sujet. La pédérastie à Athènes, au 5e siècle, consiste à confier un jeune homme à un homme plus âgé que lui, et ce dernier va être chargé de son instruction, de le mener vers une vie bonne, vers une vie de vertu,
en faire un bon citoyen, un homme éduqué, et cela passe par tous les aspects de la vie, au niveau à la fois de l'âme, donc de l'esprit, donc des sciences, mais aussi à la fois sur le plan corporel, donc l'entraînement du corps, et aussi sexuel. Donc il va y avoir aussi une initiation sexuelle dans cette démarche qui est pour certains perçue comme étant la rétribution que l'élève donne au maître, puisqu'il n'y a pas d'aspect financier dans cette institution, contrairement aux sophistes qui sont des rhéteurs, qui sont des précepteurs, qui vont enseigner à des fils de nobles. Et cette pédérastie a été très questionnée déjà à l'époque et évidemment aujourd'hui. Donc c'était une institution principalement réservée à la noblesse, et comme la plupart des personnages qui sont présents au banquet de Platon ou au banquet de Xénophon sont issus de l'aristocratie athénienne, forcément ils sont en contact avec la pédérastie. Et c'est quelque chose qui questionne, et c'est pour ça que vous allez retrouver ces problématiques au cœur des textes qu'on va évoquer, et qui les font diverger. Alors, je commence par celui de Platon, parce que très probablement c'est Platon qui a écrit en premier. Alors, je ne vous fais pas toute l'historiographie qui a tendu à démontrer que le texte de Platon est antérieur à celui de Xénophon, mais pour faire simple, celui de Xénophon fait des échos à celui de Platon, là où celui de Platon ne fait pas d'écho à celui de Xénophon. Donc Xénophon, en plus de ça, a écrit après très probablement Platon, puisque Platon a ouvert une école assez rapidement, alors que Xénophon, lui, a mis du temps. Hein. Le temps d'écriture de Xénophon est plus lointain par rapport à celui de Platon. Et du coup, il est très probable que Xénophon ait écrit en ayant la connaissance du texte de Platon, et c'est ça qui nous fait dire que Platon a écrit avant. Donc je commence dans ce sens. Alors, je jette un peu les bases, et déjà, il y en a une qui est importante, c'est que dans le texte de Platon, tout commence par le fait qu'on a un homme, Glaucon, qui demande à un autre homme, Apollodore, ce qui s'est passé durant le banquet qui a eu lieu chez Agathon. Parce qu'il sait qu'il y avait des philosophes qui étaient là-bas, qu'il y avait Socrate, et il veut savoir. Et Apollodore, n'y étant pas lui-même, il dit que un ami à lui, hein, qui est Aristodème, y était et le lui a raconté. Donc c'est le récit d'un événement vu, d'accord, et perçu. Du coup, dans ce cadre-là, Platon tout de suite met en garde le lecteur en disant « Attention, c'est un report de ce qui a été dit et redit, moi-même je n'y étais pas, et finalement, même si tout ça est vrai, hein, s'inspire du vrai, il peut y avoir des erreurs, et ça lui permet en fait d'insérer sa propre pensée au sein de l'œuvre. D'accord ? S'il ne le faisait pas, il pourrait être critiqué en disant « Mais tu n'as jamais été là à ce banquet-là, ce n'est pas vrai ce que tu dis », alors que là, tout de suite, il prévient, c'est à prendre avec certaines pincettes, et en fait, l'important, c'est plus la leçon philosophique qu'on va en tirer. Alors, donc il raconte que Aristodème est parti à un banquet avec Socrate, où Socrate se rendait chez un certain Agathon, qui est un homme assez riche, et qui a gagné un concours de poésie, et le banquet est donné pour fêter cet événement. Donc cette victoire à des jeux. Ce qui est généralement le cas pour organiser les banquets, c'est souvent pour célébrer quelque chose. Et on nous dit que Socrate et Aristodème s'y rendent, puis Socrate s'arrête, médite un petit peu, il part dans un délire un peu philosophique, je ne sais plus sur quoi, puis Aristodème arrive avant lui au banquet, les convives commencent à manger sans lui, ils mangent dans le silence. Alors il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que les personnages en fait ne commencent pas la discussion réellement tant que on n'a pas commencé à boire. Et Socrate arrive après, en fait, une bonne partie du repas. Ce qui montre que Socrate, en tant que personnage dans le banquet, n'est pas intéressé par les choses terrestres, mais par les choses, entre guillemets, de l'esprit. Du coup, il arrive en retard au banquet, et il y a juste un point commun, c'est que tous sont... alors, je crois que c'est dans celui-là. Oui, c'est dans celui-ci. Tous sont en extase devant la beauté d'un des personnages. Ils le trouvent tous très beau, et c'est cette beauté qui les frappe et qui fait qu'ils tombent tous dans le silence pendant qu'ils mangent. Puis arrive le moment où on commence à consommer du vin, et là il y a quelques invités qui disent « Attention, hier on a pas mal picolé, alors ce soir mollo quoi. Hein. » Ce qui fait que on va tourner ce banquet non pas vers l'amusement, mais doucement vers plutôt la philosophie. Donc on boit un petit peu, puisque c'est nécessaire, à s'élever l'âme chez les Grecs, et notamment à casser un petit peu la retenue, la timidité, pour pouvoir réellement se laisser aller et parler franchement.
Donc on commence, et puis alors je sais plus qui lance ça. Il y a eu la beauté d'un des convives qui a subjugué tout le monde, et du coup on lance un sujet, c'est faire l'éloge de Eros. C'est un jeu, et chacun doit faire la plus belle éloge. Alors on a plusieurs personnages, on a Phèdre, dont le nom devrait vous évoquer quelque chose, qui va commencer à faire l'éloge de Eros en disant que c'est le plus ancien des dieux, c'est un dieu originel qui a tout créé, et c'est surtout le meilleur, parce que c'est lui qui pousse l'homme de bien à se comporter en homme bon, et notamment dans les couples homosexuels, l'amour de son compagnon permet, notamment à la guerre, de se distinguer pour attirer les faveurs de ce dernier, et donc à se montrer courageux, et surtout à ne pas faire des actes honteux. Donc pour ne pas apparaître lâche, par exemple, à la guerre, face à son compagnon, on ne va pas se débiner. Donc il dit que c'est forcément un dieu extrêmement bon. Je vous résume à chaque fois, parce que sinon ça va être très long. Ensuite, on a Pausanias, donc voilà, ça c'est le premier éloge. On a Pausanias qui va faire une autre présentation, il va dire, voilà, c'est beaucoup plus carré, il dit, en fait, il y a deux Eros, il y a deux amours qui découlent tous deux de deux Aphrodite différentes. Une Aphrodite céleste et une Aphrodite terrestre. Et l'un et l'autre sont foncièrement différents, notamment parce que l'amour céleste, l'Aphrodite céleste, pardon, c'est celle qui va pousser à l'amour de l'homme et surtout de l'intelligence chez l'homme. Là où l'amour terrestre pousse seulement à l'amour des corps des hommes et des femmes. Donc il le précise. Et ça d'ailleurs ça a été reproché plus tard, puisqu'en gros il dit il n'y a que l'homme intelligent qui peut être apprécié finalement. Et l'amour céleste ne s'intéresse qu'à cela. Et c'est en ça que justement il y a toute cette histoire d'homosexualité à la guerre, et c'est ça qui rend l'homme bon. Et il inclut une autre chose, il dit que celui qui est supérieur, l'amour supérieur, c'est celui qui aime à celui qui est aimé. Parce que oui, chez les Grecs, il y a toujours quelqu'un qui aime et l'autre qui reçoit cet amour. Et dans le contexte de la pédérastie, c'est le professeur qui aime l'élève et l'élève qui reçoit cet amour et qui reçoit donc l'enseignement. Voilà. Et du coup, il dit c'est l'amour du professeur qui est saint, parce que c'est lui qui est dirigé vers le bon, vers l'amour céleste, vers l'amour intellectuel, puisqu'il veut cultiver chez cet enfant l'intellectuel, alors même que l'enfant, lui, va chercher, enfin l'enfant, l'adolescent, c'est plutôt ça, c'est les éphèbes, va chercher, lui, d'abord un peu les choses de base et les désirs du corps. Donc, il y a une opposition, et une des critiques plus tard de Xénophon, dans son texte, c'est que Socrate ne s'oppose pas à ça, à ce moment-là, il ne va pas contester, si ce n'est que, je crois, je ne sais plus à quel moment, il dit juste, voilà, les femmes, elles sont juste un petit peu moins intelligentes. Alors, je ne sais plus où c'est, mais il faudrait que je recherche. Enfin bref, ce n'est pas le cœur du sujet chez Platon. Ensuite, on a Éric Simarque, qui lui va appuyer les propos de Pausanias, et il va dire, en plus de ça, que cet amour céleste, il n'est pas seulement chez les hommes, il est aussi chez les animaux et chez les dieux, mais il se marie chez ces derniers avec l'amour terrestre, très corporel, et que ça, en fait, c'est nécessaire à l'harmonie du cosmos. Derrière arrive Aristophane. Aristophane, lui, c'est un poète, un dramaturge aussi, et un comique, surtout. Et Aristophane, lui, va commencer à inventer un mythe. Alors, on ne sait pas s'il l'invente ou s'il le récupère. Donc, est-ce que ce mythe existait avant ou non chez les Grecs ? Peu importe, il expose un mythe qui est celui de l'homme originel, qui aurait eu 4 bras, 4 jambes, en fait, qui aurait été unis. Et comme il devenait trop puissant ou trop orgueilleux, Dieu l'a coupé en deux, en deux faces. Et donc, du coup, on a ainsi deux individus qui ont été créés. Et en gros, l'éros, c'est quoi ? C'est la recherche de l'être perdu, de sa moitié, littéralement. Quand vous dites à votre conjoint, c'est ma moitié, pour Aristophane, littéralement, si vous êtes vraiment amoureux, si vous avez trouvé la bonne personne, vous avez retrouvé votre moitié, vous êtes reliés. Et c'est pour ça que les corps cherchent à s'unir, à s'emboîter, littéralement, pour justement revenir à cet état premier qui a été cassé par Zeus. Donc c'est un mythe qui prête aussi un petit peu à sourire, qui devait prêter à sourire chez les Grecs, et c'est fait notamment pour un petit peu alléger le récit. Voilà. Donc il y a une montée un petit peu sur les émotions au sein du récit. Après vient Lot. Lot qui est un poète aussi, qui est Agathon, qui va faire son discours, et lui il dit que voilà,
Eros, ce n'est pas un ancien dieu, au contraire, c'est un dieu très jeune, très beau, extrêmement bon, voilà, hein, contrairement, qui, en plus de ça, est modéré. Bref, il fait un éloge dithyrambique sur la beauté et la bonté de Eros pour les hommes, et sur les bienfaits qu'il leur amène. Donc voilà, je résume, parce qu'en fait, c'est vraiment la pure éloge. Et arrive alors Socrate, qui est très embêté, parce que apparemment Agathon a super bien parlé, il ne sait pas trop comment faire. Alors, Socrate va faire un petit peu une pirouette, il va dire, bon, parce qu'il a quand même envie de gagner le concours, hein, il dit, bon, d'abord, je suis un peu critique sur le principe de l'éloge que vous faites, puisque vous ne faites que vanter les vertus de Eros, sans essayer de d'abord définir ce que c'est. Voilà. Et moi, je vais chercher à le définir. Mais avant ça, j'ai quelques questions, et il va questionner un peu Agathon sur ce qu'il a dit, pour mettre le doute, et mettre le doute chez les convives. Ce qui permet d'effacer un petit peu la beauté du récit d'Agathon. Donc c'est une pirouette, en fait, un peu orale qu'emploie Socrate pour diminuer le récit d'Agathon, et pour commencer à préparer le sien. Et dans son propre éloge, il va dire « Moi aussi, je croyais comme toi, Agathon, avant. Mais ces histoires de Eros est un dieu jeune ou un dieu ancien, tout ça, c'est faux. Parce que il y a longtemps, j'ai été en contact avec une prêtresse qui m'a appris. Cette prêtresse s'appelle Diotime. Alors, Diotime, c'est un personnage philosophique assez particulier, j'en parlerai pas ici, mais c'est une femme dont peut-être a été amoureux Socrate, en tout cas, qui lui a transmis cet enseignement, et lui, il dit, voilà quel est cet enseignement. Eros est un démon. Alors, attention, un démon dans le monde grec, c'est-à-dire un homme, enfin, une entité entre les dieux et les hommes, et qui est un intermédiaire. Et il le dit, hein, ce démon est un intermédiaire, et il est le fils de la pauvreté, Peina, et de l'abondance, Poros. D'un côté, il a l'aspect, en fait, hein, il n'est pas si beau comme vous le dites, il a un aspect très pauvre, très misérable et tout, il le tient, mais ça c'est uniquement l'apparence qu'il a pris de sa mère, mais de son père, il a pris l'abondance, la richesse, et en Eros, il y a tout ce qu'il y a de bon, d'accord? Et donc, il fait l'éloge ici de la beauté intérieure, et donc du vrai amour. Il dit que ce dieu, il sert principalement, ce démon, excusez-moi, à créer le désir chez les autres. D'accord? Et le désir est source, en fait, de l'amour, de l'attirance. Et surtout, il dit qu'il va créer le désir par le corps, mais aussi par l'esprit. Et tous les hommes vont ainsi tendre vers le bon et vers le beau. D'accord? Quand on parle de beau chez les Grecs, c'est lié aux belles choses. Quand je dis oh, c'est un beau texte, je ne suis pas en train de dire que les lettres ont été belles écrites, elles sont superbement tracées. Non, je dis que le contenu est beau. Voilà, donc c'est comme ça que les Grecs l'entendent. Beau et bon, j'y reviendrai. Et il nous dit, voilà, il pousse au désir, les jeunes et les gens apprennent à aimer les choses bonnes, et progressivement, grâce à Eros, on apprend à apprécier le bon, et grâce à ça, après, on apprécie le bon et le beau en toutes choses. Donc, à partir du moment où vous avez aimé, par exemple, je ne sais pas, un poème, un jour de votre vie, alors qu'avant vous détestiez ça, très probablement ensuite vous allez commencer à aimer d'autres types de poèmes, et donc vous allez vous ouvrir à l'art poétique. Et c'est le cas pour un peu tous les domaines. Voilà, à partir du moment où vous avez apprécié un peu de faire du sport et les bienfaits de faire du sport, alors que jusque-là vous disiez ah, c'est super dur et tout ça, d'un coup, Socrate dit progressivement, dès qu'une fois on va vous faire aimer ça, eh bien vous allez aimer le reste et uniquement les bienfaits. Donc Eros tend vers le bon et l'homme a une quête, c'est l'immortalité. Il cherche à préserver soi, mais surtout il cherche à préserver ce qu'il aime. Et il veut que ce désir, cet amour, devienne immortel. Et il a une réponse qui est simple, qui est celle du corps, c'est de se reproduire. C'est un peu la mauvaise réponse parce qu'elle est très simple, elle ne réussit pas toujours, et en plus de ça, elle est moins durable. Par contre, il dit, il y a une autre manière qui est bien préférable, c'est celle de féconder par l'esprit. Donc si vous avez appris des choses bonnes, il va falloir la transmettre à quelqu'un, et donc en transmettant un savoir, une connaissance bénéfique, elle va devenir progressivement immortelle. Et vous allez réussir donc à réellement aimer. Donc, en gros, il fait une sorte d'éloge de la pédérastie, mais pas dans le sens du corps, mais surtout de la transmission orale. Et il dit, en fait, je n'aime pas l'enfant juste pour l'adolescent pour ce qu'il est, je l'aime parce que je sais que à travers lui, je vais transmettre un enseignement qui est beau et bon. Et c'est ça qui va rendre cet adolescent beau et bon. Parce qu'il y en a qui se moquent de lui à ce moment-là, qui lui disent « Oui, mais attends, Socrate, on t'a déjà vu aimer
avoir le désir vers un jeune homme et tout, et il dit oui, c'est vrai, et d'ailleurs, je ne toucherai pas. Je sais plus, je crois que c'est dans ce texte-là. Ah non, c'est dans l'autre texte. Enfin, peu importe. En tout cas, Socrate dit tout ça, et sur ses propos arrive Alcibiade, qui est un personnage rocambolesque, qui est complètement aviné, il débarque en retard, et alors que toute personne n'a bu, il commence à vouloir faire la fête, à faire des jeux, et on lui dit attention, nous on avait déjà un truc, et c'était de faire l'éloge d'Eros, et il dit ah bah, moi aussi je veux le faire, alors il est un peu aviné, et il part, et il dit mais moi je vais pas faire l'éloge d'Eros, je vais faire l'éloge de Socrate. Et c'est un éloge satirique, au premier sens du terme, puisqu'il va se moquer de Socrate en disant c'est un homme pas beau, il est moche, il est un peu rondelé, regardez, il est ridicule, on dirait un satyre, on dirait Silène, donc qui est une divinité dans le monde grec, qui joue de la flûte, qui est à moitié animal, à moitié homme, qui a toujours le phallus dressé, donc très érotique, enfin bref, voilà. Et il se moque un peu de lui, et puis il y a Socrate qui fait hop, 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 attention, tu es en train d'essayer de diminuer ma personne, juste parce qu'en fait, tu es amoureux de moi, et tu veux pas que je me rapproche de Agathon. Donc en gros, parce que Socrate, à ce moment-là, est collé à Agathon, et en fait, Alcibiade est jaloux. Et Alcibiade, alors, dit, ah oui, j'avoue, et en fait, c'est pas vrai, Socrate est vraiment un homme bon, je l'ai vu en tant qu'hoplite, se battre courageusement pour la cité, méditer, je l'ai vu faire plein de miracles, c'est un homme intelligent, bref, il fait vraiment une éloge de Socrate, magnifique, et en fait, dans le récit, Platon fait quelque chose de très malin, là où il y a eu le rire et tout, en fait, il insuffle sa leçon qui est, voilà, il y a un amour, l'amour céleste, et cet amour se transmet par le désir et la volonté de le transmettre. Voilà, donc c'est la transmission qui est la chose à chercher, transmission de la vertu et du bon. Et Socrate en est l'incarnation, puisque en apparence il est moche, comme Eros, mais à l'intérieur, il est bon. Voilà. Donc il y a tout un aspect, une leçon morale dans ce texte. Finalement, Alcibiade est à nouveau démasqué, parce qu'à la fin, Alcibiade repart en disant oui, mais il a beau être tout ça, et il va délaisser les gens qui tombent amoureux de lui, c'est terrible. Et finalement, Socrate dit mais tu dis encore ça pour pas que Agathon s'approche de moi. Finalement, tout le monde rigole, et on finit par boire, picoler toute la soirée, certains s'en vont, et Socrate s'en va au petit matin, parce que lui, l'alcool, il tient nickel. Donc ça, c'est le texte de Platon, qui a pour centre l'éros et l'amour. Alors je vais devoir être un peu plus rapide pour Xénophon, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce texte, on met en scène Socrate, et l'enseignement du maître passe dans la discussion et dans le discours finalement. Et on prend les autres avis des autres personnages pour progressivement arriver au vrai, c'est-à-dire les propos de Socrate. Surtout que ça conclut par là. Et Alcibiade arrive et fait un contrepoint, parce que c'est quand même un personnage innocent, il n'a même pas entendu les propos de Socrate, il arrive et en fait tout ce qu'il dit valide ce qu'a dit Socrate, et surtout identifie Socrate à Eros. Donc c'est un superbe hommage en plus du disciple au maître de Platon à Socrate. Alors ensuite on a Xénophon. Alors dans Xénophon on a aussi un banquet qui est organisé par Callias, c'est un riche homme qui organise ça pour Autolycos, qui est un jeune homme qui est donc la personne qu'il aime, et Autolycos a gagné des jeux de Pancrace. Donc on fait une fête en son honneur, plein de monde est invité, Socrate notamment, et le banquet a lieu chez Callias. Et là, dans ce banquet, c'est beaucoup plus festif, il y a des danseuses, il y a des amuseurs publics, Philippe, un Syracusain qui est un gars qui fait de la joute verbale, qui se moque, qui rigole, enfin bref, il y a un peu du monde, il y a des femmes, il y a des danseuses, des joueuses de flûte, bref, il y a pas mal de... c'est un peu plus festif, mais encore une fois, Socrate arrive en retard, il n'arrive pas au moment du repas. Et si pendant le repas, personne ne parle, c'est pas parce qu'on est époustouflé par... Alors ils sont aussi époustouflés par la beauté d'Autolycos, je crois, mais en plus de ça, on a Philippe, donc, qui est le bouffon, qui essaye de faire des blagues, mais quasiment personne rigole. Donc on voit bien que pendant qu'on mange, ce n'est pas le moment de faire de la philosophie ou de s'amuser. Et après ça, Socrate donc arrive sur cet entrefait, et il commence à picoler, à dire « Ah, je viens, moi, je viens pas du tout pour philosopher ou quoi, je viens pour faire la fête. » Donc il présente Socrate comme un homme festif avant tout. Et du coup, on entame un peu la fête, et Socrate, donc il voit les femmes qui dansent et tout, et il va dire « Elles sont super belles ». Il va faire un peu l'éloge des femmes qui dansent, en disant « Voilà, elles ont un corps équilibré, elles ont ce qu'elles font, moi je ne pourrais pas le faire, tout ça, tout ça. » Et en fait, il y a un premier éloge chez Xénophon de la femme. Chose qui n'est pas trop présente
et qui c'est même un peu l'opposé, chez Platon. Du moins pour certains auteurs, c'est ce qu'il y a derrière, c'est chez Xénophon, on remet en valeur la position de la femme, et d'ailleurs, Socrate dit que justement, ce sont... alors attendez, que je dise pas n'importe quoi, que en fait les femmes, les maris doivent les éduquer parce qu'en gros elles peuvent atteindre le niveau de l'homme si elles étaient éduquées. Ce qui est très intéressant, c'est que chez Xénophon, il y a directement une perception et une différenciation entre l'acquis et l'inné. Chez Platon, il semblerait que de manière innée la femme est en dessous de l'homme, alors que chez Xénophon, c'est de manière acquis. C'est parce qu'elle n'a pas eu la même chance d'éducation, pas la même place dans la société, qu'elle n'a pas pu acquérir la bonté, la vertu, alors même qu'elle peut en être capable quand elle apprend. La preuve, ces danseuses sont capables de faire des choses physiques que les hommes ne peuvent pas faire. Bref, il y a déjà cet aspect qui est très moral chez Xénophon, dès le départ. Ensuite, Xénophon avance, alors ils disent, donc on commence à avoir une légère ivresse, donc on peut commencer la philosophie, et il dit, voilà, c'est fort bien, on joint l'utile à l'agréable, parce que c'est agréable aussi d'avoir la musique et tout ça, mais c'est utile parce que ça permet d'élever l'âme et de commencer la philo. Et donc là, on lance un jeu, et donc ce jeu dit que en gros chacun doit vanter ce qu'il a de plus cher, ce dont il est le plus fier. Alors il y en a un qui dit que c'est son fric, il y en a un autre qui dit que c'est sa science, il y en a un autre qui dit que c'est sa connaissance, il y en a un qui dit, et c'est Antisthène, non d'abord c'est l'oncle de Platon, Charmide, qui dit que c'est c'est sa pauvreté, parce que sa pauvreté lui permet de ne pas dépendre de plein de monde, de ne pas devoir des choses à plein de monde. Et derrière, il y a Antisthène, qui est le fondateur de l'école cynique, qui est là et qui valide ça. Et Socrate valide. Ce qui est intéressant chez Xénophon, c'est que Xénophon commence à légitimer certains courants de pensée auxquels il se rapprochait, tout en s'opposant à celui de Platon. Donc il devait se rapprocher notamment de l'école cynique. Donc ça, écoutez la vidéo d'avant-hier. Et dans le texte, il y en a plusieurs. Il y en a un qui dit que moi, c'est ma beauté. Un autre, il dit moi, c'est les amis. Et enfin, il y en a, et ça fait rire un peu tout le monde, qui disent, Socrate, il dit, c'est moi, c'est ma capacité à être entremetteur. Et d'autres qui disent, moi, c'est mon fils, parce que c'est vraiment, il est formidable. Et l'autre qui dit, moi, c'est papa. Et enfin, il y en a un, c'est de faire rire. Donc, tout ça est un petit peu léger. Et après, on va sur le questionnement, le pourquoi. Et dans le pourquoi, on développe chaque aspect. La richesse me permet d'enseigner, de transmettre, de donner et d'élever l'âme de ceux qui n'ont pas cette richesse. À quoi rétorquent ceux qui sont pour la pauvreté, que c'est pas vrai, qu'on peut donner de l'argent à certains et que celui-ci soit ingrat et fasse le mal. Et donc là-dedans, il dit, il vaut mieux être pauvre, et d'ailleurs, il vaut mieux apprendre à être pauvre, parce qu'on ne peut rien vous retirer, et vous vivrez toujours dans le bon. Vous devez être riche en connaissances, en savoir et en sagesse, ce que Socrate valide. Donc dans le texte, Socrate valide beaucoup plus à certains moments, donc Socrate est beaucoup plus présent. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Xénophon prétend dans le texte être présent, même s'il n'intervient pas. Il a vu ce qui s'est passé, ce qui est très peu probable puisqu'il était enfant. Mais c'est pas grave. Il appuie sur l'aspect vérité, ce qu'il dit est le vrai enseignement de Socrate, contrairement à Platon. Voilà. Ensuite, il continue, et donc il y en a un qui dit que c'est la beauté, voilà. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de créer le désir chez l'un, chez l'autre, mais qu'il y a différents types de beauté, et notamment Socrate a une autre beauté, et ça, je vais y revenir. Donc voilà, alors il y en a un qui dit qu'il a la connaissance d'Homère et que ça lui amène plein de vertus. C'est un peu une leçon morale. Comment être un kalos kagatos chez les Grecs ? Comment être un homme beau et bon ? Bon et beau. Ça, c'est une notion chez les Grecs fondamentale. Et Xénophon, en fait, la met complètement en place. Voilà, il la présente, en fait, à son auditoire. D'ailleurs, après, il y a une sorte de concours de beauté entre Critobule, donc celui qui disait qu'il était le plus beau, et Socrate. Et là, c'est un écho direct à Platon. Socrate est comparé à un Silène et à un satyre, mais sa vraie beauté, elle est intérieure. Et finalement, alors qu'au début, on se moque un peu de Socrate, Socrate est peut-être plus beau que Critobule. Et finalement, Socrate, à partir de là, dit on arrête tout ça, on relance. Il y a des moqueries insolentes d'un bouffon, donc Philippe. Donc du coup, on le remet à sa place. On peut se moquer, mais pas méchamment. Donc pareil, il y a des leçons données aux hommes. Et finalement, on recommence à lancer des danses. Et d'un coup, ça fait chez Socrate, ça le lance dans une leçon dithyrambique sur l'éros qui correspond à peu de choses près à ce qui a été vu en fait dans le banquet de Platon. Donc là-dessus, il rejoint Platon. Socrate redéveloppe le fait que l'amour de l'esprit est supérieur à l'amour du corps, fait qu'il y a deux éros différents et qu'il insiste sur le fait que l'amour du corps finit par flétrir l'amour de l'esprit. Donc il vaut mieux séparer les deux.
Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu chez lui. Hein. Et enfin, il va sur le côté, c'est pour ça que des couples d'homosexuels à la guerre, finalement, c'est pas le top parce que l'amour du corps finira par flétrir l'amour de l'esprit. Et tout ça finit par, quand il a fini toute sa tirade, qui correspond à celle à peu près de Platon, en gros, on relance la fête et on voit une scène de danse entre deux danseurs, une femme et un homme, qui mime en fait l'amour entre Ariane et Dionysos, après que Thésée ait abandonné comme une mère la pauvre Ariane, et ça crée le désir chez tous. Donc en fait, c'est une expression directe dans le texte. D'un coup, le dieu Eros dont on parlait apparaît et il va progressivement s'immiscer chez les gens qui, au lieu de rester là à boire, s'en vont et vont rejoindre leur femme. Parce qu'en plus, dans le texte, plusieurs se vantent d'être mariés et que c'est une bonne chose. Donc chez Xénophon, on a cet aspect qui est assez important, c'est l'amour aussi de la famille hein, et de sa propre femme. Et il dit voilà, c'est une bonne chose. Dans le texte, la conclusion, c'est pas de boire toute la nuit, comme ils le font dans le texte, mais c'est de rentrer voir sa femme. Alors, il y avait des plaisanteries sur le fait que Xénophon dit que Socrate a épousé lui sa femme parce que tout le monde se moque, mais toi, pourquoi tu as choisi ta femme? Il dit parce que justement, c'est la pire des mégères, et moi, je cherche à m'exercer et à m'élever. Donc, si je suis capable de la supporter elle, je suis capable de supporter n'importe qui, n'importe quelle femme. Donc, en fait, il recherche toujours la vertu, toujours le bon. En gros, le discours de Xénophon, c'est il faut devenir beau et bon pour la cité et pour soi-même. Là où chez Platon, il y a plutôt une leçon vraiment centrée sur l'éros et sur ce qu'est l'éros et sur ce qu'est l'amour, définir ce qu'est l'amour. De l'autre côté, l'amour est un moyen permettant d'atteindre la vertu et le bon. Donc on a une opposition entre les deux écoles. Alors, il y en a qui ont voulu y mettre une opposition entre... mais bon, moi je suis pas trop d'accord, mais c'était dans les années 60, c'est des choses qui les préoccupaient. J'ai lu des textes sur Persée, où en gros on se confronte surtout sur le fait que Xénophon, lui, fait l'éloge de l'amour hétérosexuel, là où Platon fait l'éloge de l'amour homosexuel. C'est une pensée qui est affligée par des pensées très contemporaines, qui sont très ethnocentrées, dans le sens où on est centré sur notre système de pensée, et qui ne conçoit pas du tout l'amour comme elle se faisait dans le monde grec. Et le concept d'homosexualité, de bisexualité était complètement différent, et le rapport notamment à ce qui est moral, notamment d'un point de vue pédérastique, était complètement différent. Donc j'en parle pas ici, mais selon moi, ce n'est pas la bonne manière d'appréhender la chose, c'est plutôt deux écoles qui sont en train de se fonder, et même trois, parce que Xénophon va insister dans son texte sur la présence d'Antisthène, qui est le fondateur de l'école cynique, et il met même un personnage qui est l'oncle même de Platon, qui va dans ce sens. Donc voilà. Donc c'est un petit peu un coup de pied que fait Xénophon à Platon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai présenté les deux sujets. Pour en débattre, rendez-vous demain dans le live à 19h. Et dès maintenant, je vous annonce que la semaine prochaine, mercredi 15 avril à 18h, il y aura un grand événement sur la page Facebook des somatophylaques. Voilà, allez-y. En attendant, portez-vous bien.